Victime d'épuisement professionnel, je me suis réveillée aux soins intensifs. Ma famille m'avait abandonnée, partie aux Bahamas. 7 jours plus tard, ma mère est revenue pour ma sortie. L'infirmière lui a tendu le registre des visiteurs. Son sourire a disparu en voyant un nom répété, nuit après nuit. Je m'appelle Juliette Dubois. J'ai 32 ans. Il y a 3 semaines, je me suis effondrée à mon bureau à exactement 23h52. Un AVC hémorragique. C'est ce que les médecins ont appelé cela. Ils ont dit qu'il me restait moins de 48 heures avant des lésions cérébrales permanentes ou la mort. L'hôpital a appelé ma mère à 7h10. À 9h40, elle était dans ma chambre. À 15h20, elle avait déjà décidé que la visite du lieu de mariage de ma sœur aînée aux Bahamas ne pouvait pas être reportée. À 19h, toute ma famille embarquait pour un vol à destination de Nassau, et j'ai passé 7 jours seule aux soins intensifs. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Parce que lorsque j'ai enfin ouvert les yeux, faible et désorientée, une infirmière a placé une tablette dans mes mains et a dit doucement, « Vous devriez voir ceci. » C'était le registre des visiteurs. Un nom, le même nom chaque nuit, un nom que je n'avais jamais entendu auparavant. Un homme qui est resté devant ma porte vitrée pendant 3 heures la première nuit, me regardant simplement respirer. Un homme qui a payé la totalité de ma facture d'hôpital de 141 000 € en espèces et a exigé que son identité reste cachée. Et lorsque ma mère a vu ce nom, l'expression de son visage m'a révélé tout ce qu'elle avait caché pendant 32 ans. Chaque dimanche à 18h, mon téléphone sonne. Non pas parce que ma mère me manque. Non pas parce qu'elle veut des nouvelles de ma semaine. Non. Le dimanche à 18h pile, c'est le moment où ma mère, Éléonore Dubois, appelle pour discuter des dépenses. Juliette. Chérie, dit-elle, sa voix enveloppée de ce ton doux et sirupeux qu'elle n'utilise que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Le SUV de ton père a besoin de pneus neufs. C'est 520 €. Et l'organisateur de mariage de ta sœur a besoin de l'acompte. 2400 €. Une pause, puis avec désinvolture, oh, et la facture d'électricité était plus élevée ce mois-ci. Peux-tu envoyer 350 € de plus? J'ai fait le calcul pendant qu'elle parlait. 520 € plus, 4 cents € plus 350 €. 3270 €. En plus des 900 € que j'envoie déjà chaque mois. Maman, ça fait plus de 3000 €. J'ai envoyé de l'argent la semaine dernière. Son ton a changé. Pas beaucoup, juste assez. Tu n'as pas de famille à charge, Juliette, pas de mari, pas d'enfant. Ta sœur, Vanessa, se marie. Elle a besoin d'aide. Tu gagnes bien ta vie. À quoi d'autre dépenses-tu ton argent? J'avais envie de dire tout. Mon loyer, mes prêts étudiants, le compte d'épargne que je vide à chaque fois qu'elle appelle. La maison que je ne pourrai probablement jamais me permettre parce que je l'ai choisie toujours avant moi-même. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne le fais jamais. Je ferai le virement demain, ai-je dit doucement. Ce soir serait mieux, a-t-elle répondu. Le magasin ferme tôt le lundi. Après qu'elle ait raccroché, j'ai ouvert la feuille de calcul que je tenais depuis mes 25 ans. 7 ans de relevé, chaque euro que j'avais envoyé à la maison, chaque urgence, chaque prêt qui n'a jamais été remboursé. J'ai fait défiler jusqu'en bas. Total, 192 860 €. J'ai fixé le chiffre jusqu'à ce qu'il ne me semble plus réel. Je gagne 132 000 € par an après impôt. Soit environ 97 000 €. Je leur ai envoyé en moyenne 27 500 € chaque année. Près d'un tiers de ma vie partie. J'ai parcouru la colonne des raisons. Paiement de voiture de Vanessa. Carte de crédit de Vanessa. Acompte d'appartement de Vanessa, vacances de Vanessa, soins dentaires de Vanessa, sac à main de créateur de Vanessa pour un entretien d'embauche. 90% des entrées portaient son nom. Mon téléphone a vibré. Un message de Vanessa. Une photo d'une robe de mariée. Sans bretelles, en dentelle, élégante, chère. N'est-elle pas magnifique? Elle coûte 500 €. Maman a dit que tu aiderais avec la robe. Aussi,
j'ai besoin de 28 000 € pour le fonds de mariage. Tu es la demoiselle d'honneur, tu devrais donc contribuer le plus. 28 000 €. J'ai regardé le message longtemps avant de répondre, je vais voir ce que je peux faire. Elle a répondu instantanément, avec un emoji cœur. Plus tard cette nuit-là, ma mère a rappelé. Tu vas adorer les Bahamas, a-t-elle dit joyeusement. Le complexe a une piscine à débordement donnant sur l'océan. Vanessa l'a trouvé sur Instagram. Je ne peux pas y aller, maman. L'introduction en bourse est dans 3 semaines. Je ne peux pas partir en ce moment. Un soupir. Sec. Déçu. Juliette, tu as toujours une excuse. Le travail, le travail, le travail. Vanessa voulait que tu sois là pour aider à choisir le lieu. Je pensais que c'était juste une visite de lieu, pas le mariage réel. Oui, mais elle a besoin de ton avis. Et puisque tu ne viens pas, le moins que tu puisses faire est de payer le voyage. Ton père et moi ne pouvons pas nous le permettre. Le moins que je puisse faire. Les vols coûtaient 2600 € pour 3 personnes. Le complexe coûtait 3400 € pour cette nuit. La nourriture, les excursions et les extras seraient 2800 € de plus. Total, 8800 €. Je ferai le virement ce soir, ai-je dit. Merci, chérie. Tu sais à quel point cela compte pour Vanessa? Oui. Je savais exactement à quel point tout comptait pour Vanessa. Une fois le virement effectué, j'ai vérifié mon compte bancaire. Solde, 4615 €. 17 jours avant l'introduction en bourse. 17 jours avant que mes options d'achat d'actions ne soient acquises. 17 jours avant que je ne puisse enfin respirer. Je me suis dit que je devais juste tenir un peu plus longtemps. Juste quelques semaines de plus. Juste assez longtemps pour y arriver. Cette nuit-là, je me suis tenue devant le miroir de ma salle de bain, faisant quelque chose que j'avais fait plus de fois que je ne pouvais compter, comparer. Je mesure un m75. Ma mère, Éléonore, fait à peine un m63. Mon père, Daniel Dubois, est plus petit que moi. Vanessa mesure un m65. J'ai les yeux bleus. Ma mère a les yeux bruns. Mon père a les yeux bruns. Vanessa a les yeux bruns. Mes cheveux sont châtain clair, presque blonds quand le soleil les frappe en été. Tous les autres membres de ma famille ont les cheveux foncés, presque noirs. Quand j'avais 16 ans, j'ai demandé à ma mère une fois. Une seule fois. Pourquoi est-ce que je suis si différente? Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'impardonnable. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Juliette? Qu'est-ce que tu insinues exactement? Je n'ai plus jamais posé la question. Mon téléphone a vibré, me ramenant au présent. Un email de mon PDG, Marc Leroy. Juliette. Calendrier accéléré. L'introduction en bourse est avancée au 24 novembre. J'ai besoin de l'audit complet des opérations d'ici le 12. Vous êtes la seule à qui je fais confiance pour cela. 24 novembre. 2 semaines plus tôt que prévu. J'ai fermé les yeux lentement. 17 jours sont devenus 10. Les semaines suivantes se sont confondues dans un voile de lumière fluorescente et de café froid. Notre directeur financier a démissionné sans préavis moins d'1 mois avant l'introduction en bourse. Marc m'a tout remis. Rapport aux investisseurs, dépôt de conformité, audits opérationnels, dossier de diligence raisonnable. Je travaillais 16 heures par jour, parfois 18. Je dormais 4 heures par nuit, parfois moins. Les repas sont devenus des barres protéinées à mon bureau parce que marcher jusqu'à la cuisine me semblait une perte de temps. Lors de mon dernier examen physique, mon médecin m'avait regardé avec inquiétude. Vous devez ralentir, Madame Dubois, votre tension artérielle n'est pas normale pour votre âge. Je n'ai pas ralenti. L'introduction en bourse valait plus de 12 millions d'euros de financement. 40 employés en dépendaient. Et mes options d'achat d'actions. Si nous réussissions, elles vaudraient près de 300 000 €. Je devais justement sortir. Un autre email de Marc est apparu sur mon écran. Je sais que c'est beaucoup, mais si nous manquons cette fenêtre, nous perdons tout.
J'ai besoin de vous sur ce projet. J'ai commencé à taper une réponse. Ma tête me faisait mal. Cela faisait des jours. Je me suis dit que c'était le stress, la déshydratation, le manque de sommeil. J'ai tendu la main vers ma bouteille d'eau. Ma main a manqué. J'ai froncé les sourcils et j'ai réessayé. Mes doigts n'ont pas répondu comme ils auraient dû. Quelque chose n'allait pas. Les mots sur mon écran ont commencé à se brouiller, puis à se déformer, puis à se réorganiser en formes qui n'avaient aucun sens. J'ai cligné des yeux fortement. Je dois appeler quelqu'un. J'ai tendu la main vers mon téléphone. Mon bras n'a pas bougé. La panique m'a frappée, aiguë et soudaine. La dernière chose dont je me souviens, c'est de regarder l'écran de mon ordinateur portable, le curseur clignotant sur une phrase inachevée, puis le sol se précipitant vers moi. Les ténèbres ont tout englouti. Plus tard, on m'a dit que le gardien de nuit m'avait vu m'effondrer par la caméra du couloir à 23h52. À minuit 5, j'étais dans une ambulance. À 1h20, j'étais aux urgences du centre médical du Pont-Nord. Diagnostic, AVC hémorragique. Le médecin des urgences a appelé mon contact d'urgence à 1h20. Pas de réponse. Encore à 1h50. Pas de réponse. Encore à 2h35. Toujours rien. À 5h50, ils ont essayé une dernière fois. Pas de réponse. À 7h05, ma mère a enfin décroché. Je ne me souviens pas de l'ambulance. Je ne me souviens pas des urgences. Je ne me souviens pas des machines, des scanners, des voix. Tout ce que je sais vient de ce que les infirmières m'ont dit plus tard. 4e étage, chambre 412. Unité de soins intensifs. Unité de soins intensifs. Mur vitré donnant sur le couloir. Moniteur bipant à un rythme mécanique régulier. Lumière fluorescente qui ne s'éteignait jamais, quelle que soit l'heure. Mon téléphone est resté intact sur la table de chevet. 4 appels manqués de l'hôpital à ma mère. Aucun appel retourné. Plus tard, j'ai lu la note de l'infirmière de ce matin-là. Patiente du Bois, Juliette monsieur contact d'urgence informé à 7h05. Famille a confirmé une état de 2h30. 2h30. Mes parents habitaient au haut de Clairefontaine. C'était 25 minutes de route. Ils sont arrivés à 9h40. Ma mère Éléonore, mon père Daniel, ma sœur Vanessa. Ils sont restés 34 minutes. Je n'ai rien vu de tout cela. J'étais inconsciente. Mais les caméras de l'hôpital ont tout enregistré et Claire Durand, l'infirmière des soins intensifs, m'a raconté le reste. Vanessa n'a jamais mis les pieds dans ma chambre. Elle est restée dans le couloir, faisant défiler son téléphone, se plaignant que l'odeur de l'hôpital lui donnait la nausée. Mon père est resté près des ascenseurs, passant des appels téléphoniques dont je ne connais toujours pas le but. Ma mère a parlé avec le docteur Martin pendant 11 minutes. Puis elle est entrée dans ma chambre. Elle s'est tenue là, me regardant, des tubes dans la gorge, des machines respirant pour moi, les yeux fermés, et elle a regardé sa montre. À 10h14, ils sont partis. 34 minutes. Claire m'a raconté ce qui s'est passé ensuite parce qu'elle a surpris ma mère parlant au téléphone dans le couloir avant qu'ils ne sortent. Le médecin a dit qu'elle était stable, a dit ma mère. Une pause. Probablement Vanessa à l'autre bout. Stable signifie qu'elle ne meurt pas en ce moment, n'est-ce pas? Nous pouvons toujours prendre le vol. Une autre pause. Je sais. Je sais. Mais Vanessa a besoin de ce voyage. Le mariage est dans 3 semaines. Si nous ne regardons pas les lieux maintenant, quand le ferons-nous? Une autre pause. Juliette comprendra. Elle a toujours été la plus responsable. Stable. Ce que le médecin avait réellement dit était stable mais critique. Nous devons la surveiller de près pendant au moins 72 heures. Il y a toujours un risque élevé de complications. Ma mère a entendu un mot et a ignoré le reste. À 15h30, alors que je gisais inconsciente dans la chambre 412, ma mère m'a laissé un message vocal. Je l'ai écouté 5 jours plus tard,
14 secondes. Juliette, chérie, le médecin a dit que tu étais stable. Ton père, Vanessa et moi devons aller aux Bahamas comme nous l'avions prévu. Les billets ne sont pas remboursables. J'appellerai l'hôpital pour prendre de tes nouvelles. Repose-toi, d'accord? Vanessa a vraiment besoin de moi pour ce voyage. Nous serons de retour la semaine prochaine. 14 secondes. Elle n'a pas dit « je t'aime ». Elle n'a pas dit « je suis inquiète ». Elle a dit « Vanessa a besoin de moi ». Puis elle a raccroché. À 18h42, alors que ma tension artérielle baissait et que les médecins me préparaient pour d'autres scanners, Vanessa a posté une story Instagram, une photo d'eux trois à l'aéroport. Porte 18, vol 771 d'Air Océanique à Nassau. Ma mère souriante, mon père l'air épuisé, Vanessa au centre, faisant un signe de la paix. Légende, Bahamas. Nous voilà. 130 personnes ont vu cette story dans la première heure. Si vous pensez que ma famille a fait ce qu'il fallait en me laissant aux soins intensifs juste pour partir en voyage, commentez voyage. Mais si quelque chose dans ce choix ne vous convient pas, si vous pensez que personne ne devrait jamais être laissé comme ça, commentez sans cœur. Parfois, un seul mot dit tout ce que nous ressentons. Je suis vraiment curieuse de savoir de quel côté vous êtes. Leur voyage a attiré beaucoup d'attention, et parmi ceux qu'ils ont rencontrés, il y avait quelqu'un qu'ils n'attendaient pas. Je vais vous en dire plus tout de suite. À exactement 20h05, un homme est entré au centre médical du Pont-Nord. Il s'est approché calmement de la réception. « Je suis là pour la chambre 412, a-t-il dit. Juliette Dubois. La réceptionniste a vérifié le système. « Êtes-vous de la famille, monsieur ? » « Oui. » « Votre nom ? » Il n'a pas hésité. « Adrien Moreau. » On lui a remis un badge de visiteur et on l'a laissé entrer. Il a pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Puis il a marché dans le couloir jusqu'à la chambre 412. Et il s'est arrêté. Il n'a pas frappé. Il n'a pas demandé à entrer. Il n'a pas appelé d'infirmière. Il est resté là, devant la porte vitrée, à regarder pendant 3 heures. Les caméras du couloir des soins intensifs ont tout enregistré. À 20h05, un homme en costume gris, cheveux argentés, environ 60 ans, s'est arrêté devant ma chambre. 20h20. Toujours debout, immobile. 20h50. Une infirmière s'est approchée de lui. Il a secoué la tête. Elle est partie. 21h35. Toujours là, les mains dans les poches, les yeux fixés sur la vitre. 22h20. Il s'est assis sur la chaise du couloir, mais son regard ne m'a jamais quitté. 23h05. Il s'est de nouveau levé, s'est approché de la vitre, y a pressé sa paume, est resté là plusieurs longues minutes. À 23h17, il est finalement parti. 3h12. Claire Durand, l'infirmière de nuit en service, était celle qui l'avait approché plus tôt ce soir-là. Elle travaillait aux soins intensifs depuis plus d'une décennie. Elle avait tout vu. « Monsieur, puis-je vous aider ? Voudriez-vous entrer ?» a-t-elle demandé. Il a secoué la tête doucement. « Non, je veux juste m'assurer qu'elle n'est pas seule. » « Êtes-vous de la famille ? » Il a hésité. Quelque chose a traversé son visage. Quelque chose de lourd. Du regret ? Peut-être de la culpabilité ? Peut-être les deux. Oui, a-t-il dit doucement. Je suis de la famille. Claire lui a tendu la tablette pour le registre des visiteurs. Il a tapé un nom. Adrien Moreau. Puis il est retourné se tenir devant la vitre comme si c'était le seul endroit où il pensait avoir sa place. Plus tard, Claire m'a dit, je fais cela depuis 11 ans. J'ai vu toutes sortes de familles, mais je n'ai jamais vu quelqu'un se tenir si longtemps devant une porte vitrée, comme s'il avait peur de ne pas mériter d'entrer. Il est revenu la nuit suivante, 19h50, même costume gris, même cheveux argentés. Cette fois, il a apporté un ordinateur portable, s'est assis sur la chaise du couloir, a travaillé tranquillement. Toutes les quelques minutes, il levait les yeux vers moi.
À 21h40, il a fermé l'ordinateur portable, s'est levé, s'est dirigé vers la porte, et cette fois, il est entré. Claire a regardé depuis le poste des infirmières. Il a tiré la chaise plus près de mon lit, s'est assis. Il ne m'a pas touché. Il a juste regardé mon visage longtemps. Puis ses lèvres ont bougé. Claire n'a pas pu entendre ce qu'il a dit à travers la vitre, mais elle l'a vu. Plus tard, quand elle lui a demandé, il a juste fait un petit sourire brisé et a secoué la tête. Il est resté 48 minutes. Puis il est parti. Claire a ajouté une note à mon dossier cette nuit-là. Visiteur Adrien Moreau a déclaré ma fille en entrant. Relation non vérifiée. Tentative de contact avec la famille. Elle a appelé ma mère. Pas de réponse. Elle a rappelé. Pas de réponse. Une troisième fois. Messagerie vocale. Claire a consulté le registre des visiteurs. 18 novembre. Adrien Moreau. 20h05 à 23h17. 19 novembre. Adrien Moreau. 19h50 à 23h38. Pas d'Éléonore Dubois. Pas de Daniel Dubois. Pas de Vanessa Dubois. Juste Adrien Moreau. Un homme dont aucun de nous n'avait jamais entendu parler. Un homme qui a dit qu'il était mon père. Claire m'a dit qu'elle a fixé cet écran pendant longtemps. J'ai vu des familles se déchirer dans les hôpitaux, a-t-elle dit. Les gens vous montrent qui ils sont vraiment quand quelqu'un qu'ils aiment est mourant. Elle m'a regardé alors, sa voix plus douce. Mais votre famille, elle n'est même pas venue. Elle a fait une pause. Et cet homme, cet inconnu, est resté devant votre porte comme s'il ne croyait pas avoir le droit d'entrer. Ses yeux ne m'ont pas quitté. Je ne savais pas qui il était pour vous, a-t-elle dit doucement. Mais je savais une chose. Il se souciait. C'était la seule chose qui comptait. Qui qu'il soit, il se souciait. Le matin du 21 novembre, le docteur Martin a ordonné une autre tomodensitométrie. Quelque chose n'allait pas. Mes signes vitaux étaient stables, mais ils ne s'amélioraient pas. Le gonflement de mon cerveau aurait dû diminuer. Ce n'était pas le cas. À 9h40, les résultats sont arrivés. Myocardite, inflammation secondaire du muscle cardiaque, une complication déclenchée par le stress extrême que mon corps avait traversé pendant l'AVC. Claire m'a dit plus tard que la voix du docteur Martin était calme, mais urgente. Si nous n'opérons pas dans les 48 heures, elle a environ 40% de chances de ne jamais se réveiller. 48 heures. La chirurgie coûterait 47 000 €. Ils avaient besoin du consentement de la famille. Claire a rappelé ma mère. C'était le 7e appel depuis mon admission. Cette fois, quelqu'un a répondu. Allô. La voix de ma mère était légère, détendue. En arrière-plan, Claire a dit qu'elle pouvait entendre des vagues, de la musique, des verres qui tintent, des rires. Madame Dubois, c'est Claire Durand du centre médical du Pont-Nord. J'appelle à propos de votre fille, Juliette. Oh, oui, a dit ma mère. Comment va-t-elle? Elle est stable, mais il y a eu une complication. Elle a besoin d'une chirurgie d'urgence. Il y a une inflammation qui affecte son cœur. Si nous n'opérons pas dans les 48 heures. Chirurgie, ma mère l'a interrompu. Son ton s'est immédiatement durci. Quel genre de chirurgie et combien cela va-t-il coûter? C'est une procédure cardiaque. L'estimation est d'environ 47 000 €. Silence. Puis de l'incrédulité. 47 000 €? Qui paie cela? N'a-t-elle pas d'assurance? En arrière-plan, la voix de Vanessa a retenti. Maman, le moniteur de plongée est là. Claire a étudié sa voix. Madame Dubois, nous avons besoin qu'un membre de la famille signe le formulaire de consentement, et nous exigeons un acompte de 15 000 € avant 18 h aujourd'hui pour procéder. Une autre pause. Puis ma mère a dit, pouvez-vous m'envoyer le formulaire par email? Je le signerai numériquement. Une pause. Quant à l'argent, envoyez la facture à l'adresse de Juliette. Elle gagne bien sa vie. Elle peut s'en occuper.
Claire m'a dit que sa prise sur le téléphone s'était tellement resserrée que ses jointures étaient devenues blanches. Madame, votre fille est dans le coma. Elle ne peut rien payer en ce moment. Elle a des économies, a répondu ma mère avec désinvolture. J'en suis sûre. Écoutez, je ne peux pas partir en ce moment. Notre vol de retour n'est que lundi. Faites ce que vous avez à faire. Juliette a toujours été douée pour se débrouiller. Et puis la ligne a été coupée. À 19 km de l'hôpital, dans un bureau vitré au 32e étage d'un immeuble du centre-ville de Cité du Port, Adrien Moreau a reçu un appel téléphonique. C'était de Marc Leroy. Monsieur Moreau, je voulais vous informer. Juliette Dubois, notre directrice des opérations. Elle est toujours aux soins intensifs. L'hôpital dit qu'elle a besoin d'une chirurgie d'urgence. Quelque chose avec son cœur. La main d'Adrien s'est resserrée autour du téléphone. Combien ? Je ne suis pas entièrement sûre. Il demande un acompte. Sa famille est apparemment à l'étranger et indisponible. Une pause, puis, calme et décisive, je m'en occupe. Monsieur, je ne. Vous n'avez pas besoin de comprendre, a dit Adrien doucement. Concentrez-vous sur l'introduction en bourse. Je m'occuperai de Juliette. Il a mis fin à l'appel, puis en a immédiatement fait un autre. Marianne Leroy avait travaillé dans la facturation hospitalière pendant plus de 15 ans. Elle avait tout vu. Litige d'assurance, plan de paiement, dépôt de bilan, campagne de financement participatif d'urgence, mais rien de tel. À 15h40, son système l'a alerté d'un virement bancaire entrant. 142 000 € du groupe AC Holdings au centre médical du Pont-Nord. Mémorandum, paiement intégral pour la patiente Juliette Dubois. Chambre 412. Donateur anonyme, ne pas divulguer l'identité au patient ou à la famille. 95 000 € pour les soins intensifs. 47 000 € pour la chirurgie. Payé en intégralité. Marianne Leroy a fixé l'écran pendant un long moment. Puis elle a consulté mon dossier. Juliette Dubois. Contact d'urgence Éléonore Dubois. Elle a jeté un coup d'œil à la source du paiement. Groupe AC Holdings. Pas Éléonore. Quelqu'un d'autre. Elle a décroché le téléphone et a composé le numéro attaché au virement. Il a sonné une fois, 2 fois. Puis un homme a répondu. Sa voix était grave, calme, maîtrisée. C'est Adrien Moreau. Monsieur Moreau, c'est Marianne Leroy du service de facturation du centre médical du Pont-Nord. J'appelle pour confirmer votre paiement pour la patiente Juliette Dubois. C'est confirmé, a-t-il dit. Les fonds ont été compensés. Oui, monsieur. J'ai juste besoin de vérifier votre relation avec la patiente pour nos dossiers. Une brève pause. Famille, a-t-il dit. Pouvez-vous être plus précis, monsieur ? Êtes-vous son ? Je suis son père. Marianne a jeté un coup d'œil au dossier. Contact d'urgence Éléonore Dubois. Père Daniel Dubois. Elle a hésité. Monsieur, nos dossiers indiquent que le père de la patiente est Daniel Dubois. Il y a eu un silence sur la ligne, plus long cette fois. Puis il a parlé à nouveau. Plus doucement. Il y a plus d'un type de père, mademoiselle Leroy. Une autre pause. Veuillez traiter le paiement. Assurez-vous qu'elle reçoive la chirurgie dont elle a besoin. Une inspiration. Et ne lui dites pas que c'était moi. Pas encore. La ligne a été coupée. Marianne a lentement raccroché le téléphone. Elle a regardé la confirmation sur son écran. Puis elle a tourné la tête vers l'aile des soins intensifs, visible à travers le couloir vitré à l'extérieur de son bureau. Au bout du couloir, devant la chambre 412, elle pouvait le voir assis seul, costume gris, cheveux argentés, ordinateur portable fermé sur ses genoux, les yeux fixés sur la porte vitrée. Elle s'est murmuré sans s'en rendre compte, cet homme est la seule famille que cette fille ait. À 17h50, heure locale, ma mère a finalement envoyé le formulaire de consentement signé. Une courte message y était joint. J'ai signé le formulaire.
Je m'attends à couvrir la majeure partie de cela. S'il y a des coûts restants, veuillez envoyer la facture directement à ma fille, Juliette Dubois, à son adresse. Elle gagne bien sa vie et peut s'en occuper. Éléonore Dubois. Elle n'a pas posé de questions sur la chirurgie. Elle n'a pas demandé si je survivrais. Elle a juste supposé que même inconsciente, même mourante, je paierais toujours pour tout. Marianne a lu l'email 2 fois. Puis elle a regardé le paiement déjà dans le système. 142 000 € payés en intégralité, anonyme. Elle a cliqué sur « Répondre ». Madame Dubois, le compte a déjà été réglé en intégralité. Il n'y a pas de solde restant. Elle n'a pas donné plus d'explications. Elle a laissé ma mère se poser des questions. Je ne me souviens pas d'avoir été emmenée en chirurgie. Je ne me souviens pas de l'anesthésie. Je ne me souviens pas des 4h30 que j'ai passées sur cette table d'opération pendant que le docteur Laurent Mercier travaillait à réparer les dommages à mon cœur. Mais je sais qui était là. Adrien Moreau est resté dans la salle d'attente chirurgicale de 6h50 jusqu'à 11h35. Il n'a pas lu. Il n'a pas travaillé. Il n'a pas vérifié son téléphone. Il est juste resté là, tenant quelque chose dans sa main. Claire l'a vu pendant sa pause. Elle m'a dit plus tard ce que c'était. Une photographie. Vieille, légèrement fanée. Une jeune femme aux cheveux foncés, peut-être dans la vingtaine, riant à quelque chose hors cadre. Il passait son pouce le long du bord de la photo, encore et encore, comme si c'était la seule chose qui le maintenait ancré. À 11h28, le docteur Mercier est sorti de la salle d'opération. La chirurgie a réussi, a-t-il dit. Elle est stable. Elle devrait se réveiller dans les 24 à 48 heures. Adrien s'est levé. Pendant un instant, Claire a cru qu'il allait s'effondrer. Merci, a-t-il dit. Sa voix s'est légèrement brisée sur le deuxième mot. Êtes-vous de la famille, a demandé le médecin. Oui. Voudriez-vous la voir en salle de réveil? Adrien a hésité un bref instant. Quelque chose a traversé son visage. Non, pas encore, a-t-il dit doucement. Elle devrait voir sa famille d'abord quand elle se réveillera. Le médecin a légèrement froncé les sourcils. Monsieur, vous êtes de la famille. Adrien a esquissé un petit sourire, le même sourire tranquille et brisé que Claire avait vu auparavant, le genre qui portait plus de douleur que de réconfort. Il a pris son manteau, a remis la photographie dans son portefeuille et est sorti de l'hôpital. Il n'est pas resté me voir me réveiller. Quand j'ai enfin ouvert les yeux, le monde est revenu lentement. Plafond blanc, lumière fluorescente, le bip rythmique et régulier des machines. J'étais vivante. J'ai légèrement tourné la tête. Chaque mouvement me provoquait de la douleur et j'ai regardé la chaise à côté de mon lit. Vide. Pas de fleurs, pas de cartes, pas de ballons attachés à la rampe, pas de membres de la famille affalés, épuisés d'être restés trop longtemps, juste une chaise vide. Et sur la table de chevet, un verre d'eau plein, une couverture pliée soigneusement au pied du lit, nette et précise comme si cela avait été fait avec soin, et un livre que je n'avais jamais vu auparavant. Méditation de Marcus Aurèle. Couverture rigide, ancien, mais soigneusement conservé. Ce n'était pas le mien. Je ne l'avais jamais lu. Je ne me souvenais même pas de l'avoir mentionné. Alors, d'où venait-il? Claire est entrée quelques minutes plus tard pour vérifier mes signes vitaux. Juliette, vous êtes réveillée. Son sourire a été immédiat. Réel, soulagé. Comment vous sentez-vous? Comme si j'avais été frappée par un camion, ai-je murmuré. Ma gorge était sèche, ma voix à peine audible. Combien de temps suis-je restée inconsciente? 5 jours, a-t-elle dit doucement. Vous avez eu un AVC. Puis une opération pour une complication cardiaque. Mais vous vous en êtes sorti. Tout va bien se passer. 5 jours. Mon esprit a eu du mal à suivre. Où est ma famille? L'expression de Claire a légèrement changé. Votre famille est aux Bahamas. Ils seront de retour lundi. Les Bahamas. Un souvenir lointain a refait surface.
Le voyage, le complexe, l'argent que j'avais envoyé. Ils ne sont pas revenus? Elle a ajusté ma ligne 4, évitant mon regard un instant. Votre mère a appelé quelques fois. Elle a signé les formulaires de consentement par voie électronique. Appelé, ai-je demandé, mais pas venu? Non. J'ai fixé le plafond. Le silence s'est abattu sur moi, plus lourd que la douleur dans ma poitrine. Puis quelque chose a fait tilt. L'eau, ai-je dit lentement. La couverture. Le livre. D'où cela vient-il? Claire a fait une pause. Il y avait quelqu'un, a-t-elle dit. Quelqu'un. Un homme. Il venait toutes les nuits pendant que vous étiez inconsciente. Ma poitrine s'est serrée. Quel homme? Il a dit qu'il était votre père. J'ai laissé échapper un faible souffle. Mon père est aux Bahamas. Claire a secoué la tête doucement. Cet homme n'était pas Daniel Dubois. Elle a posé le tensiomètre et m'a regardé directement. Il a donné un nom différent et il venait chaque nuit. Il restait des heures. J'ai senti quelque chose de froid remonter le long de ma colonne vertébrale. La première nuit, a-t-elle continué doucement, il est resté devant votre porte pendant plus de 3 heures. Il n'est pas entré, juste regardé comme s'il avait peur de ne pas en avoir le droit. Mes doigts se sont légèrement resserrés sur le drap. Quel était son nom? Claire a tendu la main vers la tablette au poste des infirmières et me l'a donnée. Il signait le registre des visiteurs à chaque fois. Vous pouvez le voir vous-même. Mes mains tremblaient en la prenant. J'ai fait défiler les entrées. 18 novembre. Adrien Moreau, 20h05 à 23h17. 19 novembre, Adrien Moreau, 19h50 à 23h38. 20 novembre, Adrien Moreau, 19h35 à 22h20. 21 novembre, Adrien Moreau, 19h05 à 23h50. Chaque nuit, un seul nom, Adrien Moreau. Aucun autre nom, pas d'Éléonore, pas de Daniel, pas de Vanessa, juste Adrien Moreau. Chaque nuit, la répétition semblait irréelle, comme si mon esprit refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient clairement. Qui est Adrien Moreau, ai-je murmuré, ma voix tenant à peine. Claire n'a pas répondu immédiatement. Elle m'a regardé d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Prudente, mesurée, comme si elle décidait quelle quantité de vérité je pouvais supporter d'un coup. Il a dit, elle a hésité, puis a continué doucement. Il a dit, c'est votre père. Mon souffle s'est coupé dans ma poitrine. Pendant une seconde, tout en moi est resté complètement immobile. J'ai tendu la main vers son ordinateur portable, mes doigts tremblant alors que je le tirais vers moi. Mon corps était encore faible, mes mains instables, mais je me suis forcé à taper Adrien Moreau, Cité du Port. Les résultats de la recherche se sont chargés, et à ce moment-là, quelque chose au plus profond de moi a changé. Adrien Michael Moreau, 64 ans, PDG et fondateur du groupe Call Capital, Capital Investissement, actifs sous gestion, 2,4 milliards d'euros. Une photographie est apparue à l'écran. Cheveux argentés, yeux bleus, grands, posé, debout devant un bâtiment en verre, les bras croisés, affichant une expression calme et maîtrisée qui semblait à la fois lointaine et familière. J'ai fixé cette photo plus longtemps que je ne l'avais réalisée. Yeux bleus. J'ai les yeux bleus. Ma mère a les yeux bruns. Mon père a les yeux bruns. Ma sœur a les yeux bruns. Le souvenir a refait surface sans prévenir. D'où viennent tes yeux bleus, Juliette? J'avais posé cette question une fois quand j'avais 16 ans. Juste une fois. Ma mère s'était complètement immobilisée. Pourquoi poses-tu des questions étranges, a-t-elle claqué. Sa voix était assez tranchante pour couper court à tout ce que j'aurais pu dire ensuite. Elle ne m'a jamais donné de réponse, et je n'ai plus jamais posé la question. Ma grand-mère était morte avant ma naissance. Je n'avais jamais vu de photo d'elle. Jamais entendu une vraie histoire à son sujet. Ça avait toujours été l'explication. Le silence commode qui comblait les lacunes. Mais maintenant, je fixais un homme sur un écran dont les yeux étaient exactement de la même teinte que les miens, la même couleur, la même intensité. Ce n'était pas une coïncidence.
Ça ne pouvait pas l'être. Mes doigts ont bougé à nouveau, presque d'eux-mêmes. Bourse de la Fondation Cole. Un site web est apparu, propre, professionnel, soigneusement conçu. J'ai cliqué sur la section Enseignement supérieur. Une liste des bénéficiaires de bourses par année a rempli l'écran. J'ai fait défiler lentement, puis plus vite, puis je me suis arrêtée. Juliette Monsieur Dubois, Université de Paris-Ouest. Juliette Monsieur Dubois. Juliette Monsieur Dubois, programme de MBA de l'École de commerce de Paris-Ouest. Mon nom s'est répété année après année. La bourse, celle que j'avais reçue en deuxième année, celle qui avait payé le reste de mon premier cycle et la totalité de mon MBA, celle qui était arrivée de nulle part. Aucune demande, aucun entretien. Aucune explication, juste l'approbation. Je me suis souvenu à quel point j'avais été confuse à l'époque, à quel point j'étais reconnaissante, soulagée, et comment ma mère avait réagi. Tu te crois si spéciale parce que tu as eu cette bourse, disait-elle. Ne monte pas à la tête. Tu as juste eu de la chance. Chance? Le mot a résonné dans mon esprit maintenant. Ce n'était pas de la chance. C'était lui. Mes yeux se sont lentement tournés vers la table de chevet. Le livre Méditation de Marcus Aurèle. Avec précaution, je l'ai ramassé et j'ai ouvert la couverture. Sur la première page, écrit d'une écriture nette et régulière, à ma fille. J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi je suis restée à l'écart. Assez, ma vision s'est brouillée. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que je pleurais. Les larmes ont coulé silencieusement sur mon visage alors que tout commençait à se connecter d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. La bourse, l'investissement, l'homme derrière la vitre, le paiement, le nom. J'ai attrapé mon téléphone, mes mains tremblantes, et j'ai composé le numéro de Marc Leroy. Il a répondu presque instantanément. Juliette, vous êtes réveillée. Dieu merci. Nous avons été. Marc. L'ai-je coupé, ma voix hésitante mais urgente. J'ai quelque chose à vous demander. Une pause. D'accord. Le plus grand investisseur de notre entreprise. Qui est-ce? Silence. Puis une autre pause. Plus longue cette fois. Pourquoi demandez-vous cela? Cole Capital, ai-je dit doucement. Ils ont investi en nous, n'est-ce pas? Plus de silence. Puis lentement, avec précaution, Juliette, comment savez-vous cela? Je n'ai pas répondu à sa question. Quand ont-ils investi? Il a expiré. 2021, a-t-il dit. Série A, 2 millions d'euros. La même année, tout dans ma vie avait commencé à changer. La même année où j'avais rejoint l'entreprise. J'ai dégluti. A-t-il demandé quelque chose, ai-je demandé, quand il a investi? Adrien Moreau a-t-il demandé quelque chose de spécifique? Il y a eu un silence sur la ligne, plus long cette fois. Juliette, je ne comprends pas pourquoi vous demandez cela. A-t-il? Marc a expiré lentement. Il a demandé à rester anonyme. Il ne voulait pas que son nom soit mentionné à aucun employé. Une pause. Marc a hésité. Il a demandé à être informé si quelque chose vous arrivait un jour. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Si quelque chose m'arrivait? Oui. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Il m'a appelé la nuit où vous vous êtes effondré, a continué Marc. Avant même que je ne sache ce qui s'était passé, avant même que le rapport de l'ambulance n'arrive, il a demandé à quel hôpital vous étiez emmené. J'ai fermé les yeux. Il savait avant tout le monde. Juliette, a dit Marc doucement. Qui est cet homme? Pourquoi se soucie-t-il tant de vous? J'ai baissé les yeux sur le livre posé sur mes genoux, sur l'écriture sur la première page. À ma fille. Je pense, ai-je dit lentement, ma voix à peine un murmure. C'est mon père. 7 jours plus tard, lundi matin à 11h40, ma mère est entrée dans le hall de l'hôpital. Je ne l'ai pas vue moi-même, mais Claire m'a tout raconté et les caméras de sécurité ont filmé le reste. Éléonore Dubois avait l'air différente.
Sa peau était bronzée après une semaine aux Bahamas. Elle portait une robe à fleurs vives, des sandales et tenait un sac de course hors taxe dans une main. Elle s'est dirigée directement vers la réception. Je suis là pour ma fille, Juliette Dubois. Chambre 412. Je dois signer les papiers de sortie. La réceptionniste, une jeune femme nommée Léa, a consulté mon dossier. Bien sûr, madame, laissez-moi juste vérifier le statut du compte d'abord. Mon quoi? La facturation. Madame, je dois confirmer s'il y a un solde restant avant la sortie. Ma mère a légèrement froncé les sourcils. Envoyez simplement la facture à l'adresse de Juliette. Elle peut s'en occuper. Léa a jeté un coup d'œil à l'écran, puis de nouveau vers ma mère. Madame, le compte a déjà été réglé. Il n'y a pas de solde restant. Ma mère s'est figée. Que voulez-vous dire? Réglé par l'assurance? Non, madame. Un membre de la famille a effectué un paiement direct. Combien? 142 000 €. Le silence qui a suivi a été pesant. Quel membre de la famille? A demandé ma mère lentement. Qui a payé? Je ne suis pas autorisée à divulguer cette information, a dit Léa. Le donateur a demandé l'anonymat. Donateur? La voix de ma mère s'est aiguisée. Personne dans ma famille n'a ce genre d'argent. Elle s'est penchée en avant. Laissez-moi voir le registre des visiteurs. Je veux savoir qui est venu voir ma fille. Léa a hésité, puis lui a tendu la tablette. Ma mère a fait défiler. 18 novembre, Adrien Moreau. 19 novembre, Adrien Moreau. 20 novembre, Adrien Moreau. 21 novembre, Adrien Moreau. 22 novembre, Adrien Moreau. 23 novembre, Adrien Moreau. Pas d'Éléonore Dubois, pas de Daniel Dubois, pas de Vanessa Dubois, juste Adrien Moreau. Claire m'a dit plus tard que c'était comme regarder quelqu'un voir un fantôme. Toute la couleur a quitté le visage de ma mère. La tablette lui a échappé des mains et a heurté le sol. Elle n'a même pas réagi. Elle est restée là, à fixer. Adrien Moreau, a-t-elle murmuré. Madame, ça va, a demandé Léa. Ma mère n'a pas répondu. Elle connaissait ce nom. Claire a dit que ma mère s'est dirigée vers les soins intensifs comme quelqu'un marchant vers sa propre exécution. Pas lent, main tremblante. Elle a tourné le coin et s'est arrêtée. À environ 6 mètres, assis sur la chaise du couloir devant la chambre 412. C'était Adrien Moreau. Il a levé les yeux, leurs regards se sont croisés. 32 ans. C'était le temps qui s'était écoulé depuis qu'il s'était vu pour la dernière fois. Il s'est levé lentement. Il ne s'est pas dirigé vers elle. Il est juste resté là, attendant. Adrien, a murmuré ma mère. Sa voix était à peine audible. Il n'a pas répondu tout de suite. Pendant un long moment, il l'a juste regardé. Puis il a parlé, sa voix basse, maîtrisée, chaque mot délibéré. 32 ans. Éléonore, 32 ans. Elle a légèrement tressailli. Ma fille a grandi en croyant qu'elle n'était pas aimée, a-t-il poursuivi. Pendant 32 ans, je suis restée à l'extérieur, à regarder. Et cette dernière semaine, je suis restée devant cette vitre chaque nuit, à veiller sur elle, à payer ses factures, à m'assurer qu'elle n'était pas seule. Il a fait un pas en avant. Et où étiez-vous? Ma mère a ouvert la bouche, l'a refermée. Aucune réponse n'est venue. Vous étiez aux Bahamas, a-t-il dit. En vacances payées par votre fille pendant qu'elle était là, mourante. Adrien, je ne savais pas, vous en saviez assez. Sa voix ne s'est pas élevée. Il n'en avait pas besoin. L'hôpital vous a appelé. Les infirmières vous ont appelé. Vous saviez qu'elle avait besoin d'une opération. Vous saviez qu'elle avait besoin de quelqu'un. Une pause. Et vous avez choisi un voyage. Les épaules de ma mère ont tremblé. 32 ans, a-t-il dit à nouveau. Je suis restée à l'écart parce que je pensais que c'était mieux pour elle. Parce que je croyais qu'elle avait une famille qui l'aimait.
Parce que je ne voulais pas détruire sa vie avec la vérité. Il la regardait alors, non pas avec colère, pas même avec douleur, mais avec quelque chose de plus froid. J'avais tort. Le visage de ma mère s'est effondré. Adrien, s'il te plaît. J'ai fini de rester à l'écart, a-t-il dit doucement. J'ai fini de rester derrière la vitre. Il s'est tourné vers ma chambre. Aujourd'hui, je suis entré par la porte. Ma mère ne l'a pas suivi. Elle est restée là, figée. J'étais assise dans mon lit quand la porte s'est ouverte en trombe. Ma mère s'est précipitée. Elle semblait bizarre. Sa peau encore bronzée par le voyage. Mais son visage pâle en dessous, ses yeux écarquillés, ses mains tremblantes. Juliette, nous devons parler. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais derrière elle, à travers la vitre, l'homme debout dans le couloir. Cheveux argentés, yeux bleus. Mes yeux. Qui est-il, ai-je demandé doucement. Qui? L'homme là-bas. Celui qui est venu ici toutes les nuits. Ma voix s'est affermie. Celui qui a payé mon opération. Le silence a rempli la pièce. Celui qui s'appelle Adrien Moreau. Ma mère s'est complètement immobilisée. Juliette, écoute-moi. Est-il mon père? Silence. Le genre qui répond à tout. Maman. Ma poitrine s'est serrée. Adrien Moreau est-il mon père? Ses yeux se sont remplis de larmes. C'était en 1992, a-t-elle murmuré. J'étais jeune. J'ai fait une erreur. Une erreur? Je l'aimais, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Dieu m'aide. Je l'aimais. Elle s'est lourdement assise sur la chaise à côté de mon lit. Mais il n'était personne à l'époque. Juste un jeune ingénieur. Pas d'argent, pas de stabilité. Et puis sa compagnie l'a envoyé à l'étranger. 2 ans, sans avertissement. Il a juste disparu. Elle s'est essuyé le visage avec des mains tremblantes. J'ai découvert que j'étais enceinte. Je ne savais pas quoi faire. Daniel avait déjà fait sa demande. Il avait une maison, un emploi stable. Il était en sécurité, alors vous l'avez épousé, ai-je dit. J'ai dû choisir, a-t-elle murmuré. J'avais 6 semaines. J'ai choisi la sécurité. J'ai choisi la stabilité. Vous avez choisi de mentir. J'ai choisi de survivre, a-t-elle claqué, puis s'est immédiatement adoucie. Sais-tu ce que c'est que d'avoir 23 ans, enceinte et seule? Je ne savais pas si Adrien reviendrait un jour, mais Daniel était là. Il ne partait nulle part. Je l'ai fixé. Quand Adrien a-t-il appris pour moi? Elle a détourné le regard. Il est revenu 2 ans plus tard. Mais tu avais déjà 1 an. J'étais mariée. Je lui ai dit de rester à l'écart. Je lui ai dit que tu étais la fille de Daniel. Qu'il n'avait aucun droit. Vous a-t-il cru? Je l'ai fait me croire, a-t-elle dit doucement. Je l'ai menacé. Je lui ai dit que j'appellerais la police, que je le ruinerais s'il s'approchait de nous à nouveau. Une vague de froid m'a submergée. Et il est resté à l'écart pendant 20 ans, a-t-elle dit. Puis, d'une manière ou d'une autre, il a découvert la vérité. Peut-être par ADN, peut-être qu'il a engagé quelqu'un. Je ne sais pas. Il y a environ 10 ans, il a commencé à essayer de me contacter par l'intermédiaire d'avocats, d'autres personnes. Il voulait te rencontrer. Et vous avez dit non. Je lui ai dit que tu avais une famille, que tu n'avais pas besoin qu'il complique ta vie avec le passé. Le passé, ai-je répété. J'ai laissé échapper un rire amer qui m'a fait mal à la poitrine. Maman, tu m'as puni toute ma vie. Sa tête s'est relevée. De quoi parles-tu? Chaque fois que tu me regardais, tu le voyais, ai-je dit. Chaque fois que je réussissais, tu en voulais parce que je n'étais pas censé réussir. J'étais censé être ton erreur, ton secret. Ma voix tremblait, mais je suis devenu quelqu'un que tu ne pouvais pas ignorer. Tu l'as jeté, ai-je dit doucement. Et chaque fois que tu me regardais, je te le rappelais. Le visage de ma mère s'est tordu. Ce n'est pas vrai.
Si, ça l'est. Ma voix tremblait maintenant, mais je n'ai pas arrêté. Tu m'as fait payer pour tout. Littéralement tout. Près de 200 000 € en 7 ans. Elle a tressailli. Chaque fois que Vanessa voulait quelque chose, tu m'appelais. Chaque fois qu'il y avait une urgence, tu m'appelais. Non pas parce que tu avais besoin d'aide. J'ai dégluti. Mais parce que c'était plus facile de prendre chez moi que de faire face à ce que tu as fait, Juliette. Et le pire, ma poitrine s'est serrée alors que les mots forçaient leur sortie, le pire, c'est que pendant tout ce temps, il y avait un homme qui voulait être mon père. Les larmes ont brouillé ma vision, mais j'ai continué. Un homme qui a payé mes études sans jamais me le dire. Qui a investi dans mon entreprise juste pour être près de moi. Qui est resté devant ma chambre d'hôpital pendant 3 heures parce qu'il ne pensait pas avoir le droit d'entrer. J'ai levé la main et j'ai montré la porte vitrée. Cet homme est venu ici toutes les nuits. Ma voix s'est brisée, et vous étiez sur une plage. Ma mère a ouvert la bouche, sa voix tremblante. Je n'avais pas le choix. Vous aviez le choix, l'ai-je coupé. Vous avez toujours eu le choix. Mon cœur battait la chamade. En 1992, vous avez choisi de mentir. Une inspiration. La semaine dernière, vous avez choisi un voyage. Une autre inspiration. Vous avez choisi Vanessa. Le silence a rempli la pièce. Vous choisissez toujours tout le monde sauf moi. Juliette, s'il te plaît. J'ai fermé les yeux une seconde, puis je les ai rouverts. Sortez. Elle s'est figée. Quoi? Sortez de ma chambre. Ma voix était calme maintenant. Définitive. Rentrez chez vous. Dites la vérité à Daniel. Il mérite de savoir. Ses lèvres tremblaient. Dites à Vanessa qu'elle n'aura pas 28 000 €. Une pause, et ne revenez pas. Elle est restée là à me regarder comme si elle ne reconnaissait pas la personne devant elle. Tu ne peux pas vouloir dire ça. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. La femme qui m'avait portée pendant 9 mois et avait passé 32 ans à faire semblant que je n'existais pas. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner votre amour, ai-je dit doucement. Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai payé vos factures. J'ai financé vos vacances. Je vous ai donné tout ce que vous avez jamais demandé. J'ai dégluti. Et vous avez quand même choisi de me laisser ici seule. J'ai légèrement tourné la tête vers la porte. Maintenant, je choisis quelqu'un qui m'a choisi. Ma mère est restée là une seconde de plus. Puis elle s'est retournée. Elle n'a pas dit au revoir. Elle n'a pas présenté d'excuses. Elle est juste sortie. Ses pas ont résonné dans le couloir, s'estompant à chaque pas. Je l'ai regardée à travers la vitre jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et puis j'ai regardé quelqu'un d'autre entrer. Adrien Moreau, 64 ans. Cheveux argentés, yeux bleus. Mes yeux. Il s'est arrêté à quelques mètres à l'intérieur de la pièce. Pas trop près. Pas trop loin. Comme s'il ne voulait pas franchir une ligne qu'il n'était pas sûr d'avoir le droit de franchir. Aucun de nous n'a parlé. Les machines continuaient de biper. Les lumières bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Quelque part à l'extérieur, l'hôpital continuait. Médecins, infirmières, urgences, la vie continuant sans pause. Mais dans cette pièce, il n'y avait que nous et 32 ans de silence. Je ne sais pas par où commencer, a-t-il dit finalement. Sa voix était plus profonde que je ne l'attendais, régulière, mais il y avait quelque chose en dessous, comme s'il retenait plus qu'il ne pouvait en dire. Commencez par la porte vitrée, ai-je dit. La première nuit. Pourquoi n'êtes-vous pas entré? Il a baissé les yeux sur ses mains. Parce que je ne savais pas si j'en avais le droit. Il a pris une lente inspiration. 32 ans. J'ai observé votre vie de loin. Votre remise de diplôme du lycée. J'étais là, au dernier rang. Ma poitrine s'est serrée. Votre remise de diplôme universitaire. J'ai regardé le streaming en direct depuis mon bureau. Il a fait une pause. Votre cérémonie de MBA.
J'ai envoyé des fleurs. Sans nom. Chaque mot tombait plus lourdement que le précédent. Chaque moment important de votre vie. J'étais là, juste jamais où vous pouviez me voir. Il m'a regardé. Cette première nuit, quand je vous ai vu à travers cette vitre. Des tubes partout, des machines vous maintenant en vie. Vous aviez l'air si immobile. Sa voix a baissé. J'ai pensé, c'est ma fille, et je ne sais même pas si elle voudrait que je sois ici. J'ai senti des larmes couler sur mon visage. Mais vous êtes resté, ai-je murmuré. Je ne pouvais pas partir, a-t-il dit. Et je ne pouvais pas entrer, alors je suis juste resté là, m'assurant que quelqu'un était là pour vous. Même si vous ne le saviez pas. Je n'ai pas essuyé les larmes. La bourse, ai-je dit, c'était vous. Il a hoché la tête. 2012, c'est là que j'ai découvert votre existence. J'ai engagé quelqu'un. J'ai obtenu une confirmation ADN. Un léger sourire, presque triste, a traversé son visage. Je ne savais pas comment vous approcher, alors j'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pu penser. J'ai créé une bourse, m'assurant que vous étiez éligible. J'ai fermé les yeux une seconde. Et l'investissement ? 2021, a-t-il dit, quand j'ai vu que vous travailliez dans l'entreprise, j'ai investi 2 millions d'euros. Il a légèrement secoué la tête. Non pas parce que je croyais en l'entreprise, bien que cela ait fonctionné, mais parce que je voulais être près de vous, même si vous ne le saviez jamais. Ma gorge s'est serrée. Et la facture d'hôpital ? Il a esquissé un petit sourire, presque dédaigneux. C'était facile. Son expression a changé. Vous étiez en train de mourir. Quelqu'un devait s'en occuper. Vous auriez pu vous en aller, ai-je dit. Vous auriez pu laisser ça à ma mère. Il a répété les mots lentement. Votre mère ? Il y avait quelque chose de froid dans sa voix maintenant. Elle a géré ça pendant 32 ans en vous traitant comme un rappel de sa pire erreur. En prenant de vous et en ne donnant rien en retour. Une pause, et en vous laissant ici pendant qu'elle partait en vacances. Il a secoué la tête. Je ne pouvais plus m'en aller. Le silence s'est à nouveau installé entre nous. J'ai une question, ai-je dit. Tout. Votre vie, votre famille. Avez-vous déjà ? J'étais mariée, a-t-il dit. 15 ans. Nous avons divorcé en 2017. Il a détourné le regard un instant. Elle a dit que je n'étais jamais vraiment là. Que cette partie de moi était toujours ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Il m'a regardé. Elle avait raison. Ma poitrine s'est à nouveau serrée. Pas d'enfant ? Il a secoué la tête. Je ne pouvais pas. J'avais déjà une fille. Sa voix s'est adoucie. Une que je n'étais pas autorisée à connaître. Recommencer. Cela aurait été comme trahir cela. J'ai laissé cela s'imprégner. Vous avez renoncé à toute votre vie pour quelqu'un à qui vous ne pouviez même pas parler. Il a secoué la tête lentement. Non, j'ai renoncé à certaines choses, a-t-il dit. Mais j'en ai construit d'autres, en espérant qu'un jour elles pourraient vous atteindre. L'entreprise, la fondation, les investissements, a-t-il poursuivi doucement. Je me suis dit que même si je ne pouvais pas être votre père, je pouvais au moins m'assurer que vous auriez des opportunités, que vous ne seriez jamais limité par l'argent ou les circonstances. Il a soutenu mon regard. Je sais que ce n'est pas la même chose qu'être là. Je sais que cela ne compense pas 32 ans, mais c'était ce que je pouvais faire. J'ai laissé ces mots s'installer. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Adrien a pris une lente inspiration. C'est à vous de décider. Il n'a pas détourné le regard. J'ai attendu 32 ans. Je peux attendre plus longtemps. Si vous voulez que je sorte de cette pièce maintenant et que je ne revienne jamais, je le ferai. Une pause. Est-ce ce que vous voulez ? Non. La réponse est sortie avant que je ne puisse l'arrêter. Sa voix s'est brisée. Juste légèrement. Je veux être votre père, a-t-il dit. Je veux savoir ce que vous lisez. Ce que vous pensez. Ce qui vous fait rire. Il a dégluti.
Je veux dîner avec vous pour votre anniversaire. Je veux être la personne que vous appelez quand quelque chose va mal. Une pause. Mais je sais que je n'ai pas gagné cela. Je sais que vous avez un père, Daniel. Même si c'est moi qui vous ai donné vos yeux. Sa voix s'est adoucie. Je sais que c'est compliqué et douloureux, et qu'il n'y a pas de réponse facile. Je l'ai regardé, cet homme qui ne m'avait jamais tenu, mais n'avait jamais cessé d'être là pour moi. Puis j'ai regardé le couloir vide devant la porte. Toute ma vie, ai-je dit lentement. J'ai cru que l'amour était quelque chose que je devais gagner. J'ai pris une inspiration. J'ai payé leurs factures. J'ai financé leurs vacances. Je leur ai donné tout ce qu'ils ont demandé. Ma voix tremblait, et ils ont quand même choisi de me laisser ici seule. Je me suis tournée vers lui. Vous ne me deviez rien. J'ai légèrement secoué la tête. Je ne savais même pas que vous existiez. Ma main s'est levée, faible mais ferme. Et vous êtes quand même venu chaque nuit. Je l'ai tendu. Voulez-vous vous asseoir, s'il vous plaît, un instant? Il n'a pas bougé. Puis il a fait un pas en avant lentement, avec précaution, et s'est assis sur la chaise à côté de mon lit. La chaise qui était vide depuis 5 jours. Pour la première fois en 32 ans. Il était du bon côté de la vitre. J'ai été autorisée à sortir du centre médical du Pont-Nord le 28 novembre, 2 jours après le départ de ma mère. Adrien m'a ramenée chez moi. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet. Il y avait trop de choses à dire et pas encore assez de mots. Nous avions le temps. 32 ans de conversation nous attendaient. Il n'y avait pas besoin de se précipiter. Quelques jours plus tard, j'ai signé les documents d'introduction en bourse lors d'un appel vidéo depuis mon appartement. L'entreprise est entrée en bourse à 14 € l'action. Mes options d'achat d'actions ont atteint près de 300 000 €. Pour la première fois de ma vie, j'avais de l'argent qui était vraiment à moi. De l'argent que personne ne pouvait me faire donner par culpabilité. Le mariage de Vanessa était censé avoir lieu le 8 décembre. Il n'a pas eu lieu. Sans ma contribution, le budget s'est effondré. Elle a essayé de le réduire, mais la famille de son fiancé n'était pas prête à accepter une cérémonie plus petite. Les fiançailles ont pris fin 2 jours avant le mariage. Ma mère m'a appelé encore et encore, message vocal après message vocal. Juliette, s'il te plaît. Ta sœur a besoin de toi. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je les ai supprimés sans écouter au-delà de la première phrase. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Une semaine plus tard, Daniel Dubois a demandé le divorce. Il avait enfin appris la vérité. Que la femme qu'il avait aimée pendant 32 ans avait construit leur mariage sur un mensonge, que la fille qu'il avait élevée n'était pas biologiquement la sienne. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il a fait sa valise tranquillement et s'est enregistré dans un petit motel. Il m'a appelé une fois. Juliette, je suis désolé de ne pas avoir été plus présent pour toi, a-t-il dit. J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose entre nous. Maintenant, je sais ce que c'était. Sa voix était fatiguée. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je lui ai dit que je l'espérais aussi pour lui. Il était une victime dans tout cela, tout comme moi. Le 22 décembre, j'ai rencontré Adrien pour prendre un café. C'était gênant au début. Nous ne connaissions pas nos habitudes. Ne savions pas si l'autre prenait du sucre ou non. Ne connaissions pas les livres préférés, les films préférés, les souvenirs préférés. Mais nous apprenions lentement. À un moment donné, il a sorti son portefeuille et m'a montré la photographie, la même que Claire l'avait vue tenir à l'hôpital. Une jeune femme, cheveux foncés, riant, vivante. Ma mère, ai-je demandé. Il a hoché la tête. J'ai pris ça en 1992, a-t-il dit doucement. 2 semaines avant mon départ. Son pouce a effleuré le bord de la photo. C'était la dernière fois que je l'ai vue heureuse. Il l'a rangée soigneusement. Je l'ai portée pendant 32 ans, espérant revoir ce sourire un jour, espérant retrouver ce que j'avais perdu. Il m'a regardé alors. Je ne l'ai pas trouvé. Une pause.
J'ai trouvé quelque chose de mieux. Sa voix s'est adoucie. Je vous ai trouvé. Les gens disent toujours que les liens du sang sont plus forts que ceux de l'eau. Mais ma famille de sang m'a laissé seule dans une chambre d'hôpital pendant qu'ils partaient en vacances. Pendant 7 ans, ils ont pris mon argent. Pas une fois, pas occasionnellement, mais constamment. Ils m'ont traité comme un distributeur automatique avec un battement de cœur. Et pourtant, un inconnu, un homme que je n'avais jamais rencontré, est resté devant ma chambre d'hôpital pendant 3 heures parce qu'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'entrer. Il a payé mes études sans jamais demander de reconnaissance. Il a investi dans ma carrière juste pour rester près de moi. Il a payé 142 000 € pour me sauver la vie et a demandé à l'hôpital de garder son nom secret. Alors dites-moi, qu'est-ce que la famille? Est-ce les gens qui partagent votre ADN mais vous font sentir comme un fardeau? Ou est-ce la personne qui attend derrière la vitre pendant 32 ans, espérant juste être autorisée à entrer? Si vous feriez le même choix que moi, en vous éloignant des gens qui ne vous ont utilisé que pour choisir celui qui se souciait vraiment, alors écrivez, je ferai la même chose. Faites-moi savoir que je n'avais pas tort de finalement me choisir et de choisir le vrai amour plutôt que l'obligation. Mais si vous croyez que j'aurais dû rester, continuer à donner, continuer à pardonner quoi qu'il arrive, alors écrivez, je ne ferai pas ça. Peut-être voyez-vous la famille différemment. Peut-être croyez-vous que le sang devrait toujours passer en premier, quel qu'en soit le coût. Et si vous êtes quelque part entre les deux, toujours en train de réfléchir, toujours incertain, alors écrivez peut-être. Parce que la vérité est qu'un tel choix n'est jamais facile. Il remet en question tout ce qui nous a été enseigné sur la loyauté, le sacrifice et l'amour. Alors, je veux avoir de vos nouvelles. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Êtes-vous toujours là avec moi? Toujours à l'écoute? Si oui, je veux vous dire merci. Vraiment, merci d'être resté, de ressentir cette histoire avec moi, de ne pas vous détourner quand c'est devenu lourd, car des histoires comme celle-ci ne sont pas seulement faites pour être entendues. Elles sont faites pour être ressenties et peut-être même réfléchies dans nos propres vies. Ce que j'ai appris à travers tout cela m'a changé d'une manière inattendue. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que l'amour devait être gagné. Je pensais que si je donnais assez, sacrifiais assez, prouvais assez ma valeur, finalement je serais assez pour les gens que j'appelais famille. Mais la vérité est que le véritable amour ne tient pas de compte. Le véritable amour n'exige pas que vous vous vidiez pour être accepté. Et la vraie famille n'est pas toujours celle dans laquelle vous êtes né, mais celle qui se présente quand vous en avez le plus besoin. J'ai appris qu'être fort ne signifie pas rester là où vous n'êtes pas valorisé. Parfois, la force, c'est de partir. Parfois, c'est de se choisir. Même quand cela semble étrange, même quand cela fait mal. Et parfois, c'est d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Quelqu'un qui voit votre valeur sans que vous ayez à la prouver.